Bonjour à tous et bienvenue sur la page de Kokumbo. Ici, nous allons ensemble résumer les leçons d'histoire des élèves en classe de terminale pour faciliter la compréhension des cours et réduire par ricochet le temps d'apprentissage. Nous allons aussi apprendre davantage de l'histoire de l'Afrique au travers des personnages, au travers des cultures, des faits qui ont existé et ou qui continuent toujours d'exister sur le continent noir. Pour cette première vidéo, nous allons dans les années 40, triste et sombre période de l'histoire de l'humanité qu'a marquée par la Seconde Guerre mondiale. Un conflit international qui a duré 6 longues années et a engendré plus de 60 millions de morts. Au sortir de cette guerre, la priorité pour les États et leurs dirigeants, c'est de trouver un consensus convenable à tous pour éviter qu'un autre drame de cette ampleur ne se reproduise. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, va connaître le jour. Alors, qu'est-ce que l'ONU? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est sa mission? Réussit-elle sa mission? Nous allons être situés à la suite de notre vidéo. Restez concentrés. Tout débute lors d'une rencontre entre le Premier ministre britannique Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis à l'époque. Roosevelt est celui qui émet l'idée de l'institution d'un système de sécurité qui est collectif, permanent et qui vient remplacer la Société des Nations, la SDN. Le 14 août 1941, les deux hommes signent la Charte de l'Atlantique et vont associer à leur cause plusieurs autres pays au travers de la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Déclaration des Nations Unies est un document qui fut signé par 28 pays qui s'engagèrent ensemble à poursuivre la guerre contre l'Allemagne. On y trouve, outre les 4 gendarmes, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la Chine. Une fois la guerre remportée par les États-Unis et leurs alliés, toute une pluralité de conférences vont se tenir pour l'accommodation des idées entre les nations autour des règles et principes qui vont déterminer la particularité de la nouvelle organisation de maintien de paix. Et parmi ces conférences, nous devons retenir la conférence de Yalta qui se tient en Union soviétique du 4 février au 11 février 1945. C'est la conférence qui permet d'asseoir les bases de l'ONU et d'octroyer le droit de veto. Il nous faut aussi retenir la conférence de San Francisco aux États-Unis qui se tient du 25 avril au 26 juin 1945. C'est à cette conférence que la charte de l'ONU est adoptée à l'unanimité par tous les États membres. C'est la naissance de l'ONU. Objectifs et principes de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies a été créée pour maintenir la sécurité internationale, prévenir les conflits, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, intellectuel et humanitaire. Assurer la paix par des moyens pacifiques et des actions politiques. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs. Assurer le respect, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et pour ce faire, l'ONU évolue selon des principes que sont l'égalité entre tous les pays membres de l'ONU, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de la souveraineté et le règlement des conflits de manière pacifique. La structure de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies comprend 6 organes principaux que sont l'Assemblée générale, ici en bleu. Elle est constituée à ce jour de 193 pays membres qui discutent sur les questions de la charte. Elle se réunit une fois par an en session ordinaire et il faut 2/3 des voix pour la validité des décisions prises à l'Assemblée générale. On dit que l'Assemblée générale émet des recommandations car les décisions prises par l'Assemblée générale peuvent être acceptées ou pas par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, ici en rouge. C'est l'organe décisionnaire, donc le plus influent de l'organisation. Il est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents disposant du droit de veto, que sont
la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et l'Angleterre, et 10 membres non permanents élus pour 2 ans. Le secrétaire général, il exécute les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il est élu par l'Assemblée générale pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, le Conseil économique et social, et aussi des organes secondaires et des institutions qui collaborent avec l'Organisation des Nations Unies. Actions et limites de l'ONU. De sa création à nos jours, l'Organisation des Nations Unies a posé plusieurs actions pour le maintien de la paix dans le monde, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie sociale des citoyens du monde. Et parmi les actions de l'ONU, nous allons citer la résolution des conflits au travers des votes par le Conseil de sécurité, notamment la résolution demandant à Israël de libérer le territoire palestinien en 1967. Les médiations et actions diplomatiques par l'envoi des émissaires, comme cela a été le cas dans le conflit Irak-Iran. L'envoi des casques bleus pour des missions d'interposition et de protection des civils. L'ONU a aussi favorisé la décolonisation de certains pays africains et s'active sur le volet humanitaire au travers UNESCO, UNICEF, l'OMS et d'autres structures périphériques à l'organisation. Malgré d'énormes efforts pressentis à sa création, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pleinement réussi à régler les conflits dans le monde, sa mission. Et bien avant tout cela, nous notifions 2 énormes dysfonctionnements dans la gestion interne de l'organisation qui sont l'usage abusif du droit de veto par les membres du Conseil de sécurité, mais aussi l'absence d'une armée permanente, gros obstacle quand la nécessité d'agir militairement avec promptitude va se faire sentir. L'Organisation des Nations Unies ferme les yeux lorsque les grandes nations asphyxient économiquement les États moins développés par l'implantation de leurs propres entreprises ou tout simplement par l'achat d'une entreprise locale, empêchant la création d'entreprises locales et monopolisant par la même occasion plusieurs secteurs d'activité. Il en découle généralement la surexploitation de la main-d'œuvre locale, l'accroissement du chômage et de la pauvreté. Comme c'est le cas de la France dans ses ex-colonies, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi de la Chine et des États-Unis dans les pays du tiers-monde. L'un des plus gros échecs que nous retenons de cette organisation est le génocide du Rwanda avec plus de 1 million de morts selon le recensement rwandais. L'ONU n'a pas su prévenir la prolifération des armes nucléaires et l'avancée considérable du terrorisme. Elle a aussi échoué sur le plan environnement en raison du réchauffement climatique causé par la dégradation de l'environnement dont les conséquences directes sont les inondations, la disparition d'espèces animales et végétales, les brasiers forestiers et autres fléaux naturels anormaux mais très récurrents. Créée pour maintenir la paix et la sécurité mondiale, l'ONU se trouve confrontée à d'énormes problèmes qui minent son bon fonctionnement et sapent sa crédibilité aux yeux des nations du tiers-monde. Alors, si elle doit continuer à exister, il est primordial que plusieurs réformes doivent être envisagées. Né le 5 juillet 1935 dans la ville de Sassandra, après ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire, il part à Dakar puis à Paris pour les études universitaires. Le 7 mai 1963, il soutient une thèse de doctorant de 3e cycle dont le sujet est la politique coloniale en Côte d'Ivoire. Étudiant,
Kragbe Nyagbe avait beaucoup milité dans les organisations et associations de défense des intérêts des Africains. Il pensait que la colonisation n'avait pas du tout disparu dans les États africains, notamment en Côte d'Ivoire. Il disait toujours que le parti unique ne ferait que ralentir le développement de la Côte d'Ivoire et était donc convaincu qu'il fallait recréer les conditions du multipartisme reconnu par la Constitution. Il crée avec quelques amis un cercle de réflexion pour la mise en place d'un parti politique dénommé le PANA, le Parti nationaliste, en 1966, comme l'y autorise l'article 7 de la Constitution ivoirienne. Nyagbe se rend en Côte d'Ivoire en 1967 et dépose au ministère de l'Intérieur les statuts de son parti politique et commence sur le champ, avec des amis, des distributions de tracts dans les quartiers populaires, annonçant la création d'un parti politique dénommé le Parti nationaliste. Vu l'engouement populaire pour les discours du leader du nouveau Parti nationaliste, la police se saisit de lui et l'enferme d'abord à la prison d'Abidjan, au Plateau, puis qualifié par le PDCI de bon pour asile d'aliénés aux mains de quelques spécialistes en psychiatrie. Nyagbe est enfermé à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Il est marié à une Française qui s'inquiète auprès des autorités françaises des conditions de détention de son époux. Et par cela, M. René Juniac, le chargé des affaires africaines auprès du gouvernement français, fait donc pression sur les autorités ivoiriennes. Dans une lettre adressée au président français, datée du 10/3e mois 1969, il informe le général de Gaulle qu'il a été remis en liberté. Mais, 3 mois après sa libération, la police et la gendarmerie ont envahi Gaba, son village où il se reposait. Désormais en cavale dans la forêt, il demande l'intervention du président français qui est la seule chose pouvant lui apporter la tranquillité et la sécurité souhaitées. Les pressions qui s'en suivirent obligeront le gouvernement ivoirien à un début de prise de contact avec Kragbe Nyagbe. Le PDCI entre donc en contact avec Kragbe Nyagbe et lui confirme la garantie de la sécurité en plus de sa liberté. On lui propose même un poste ministériel, mais l'on refuse catégoriquement l'officialisation de son parti politique. C'est à partir de ce moment que la situation devient assez tendue. Nyagbe, outré par le refus du PDCI de reconnaître son parti politique, lance un appel à la Côte d'Ivoire profonde intitulé « Appel aux tribus et Beni ». Avec les divers intellectuels qu'il avait rejoints, il forme un gouvernement provisoire de la République des Burni. Il propose la réforme complète des forces armées et de sécurité et exige des représentants du peuple élus par région et non pas nommés. Une liste est formée pour les candidatures aux élections car cette année 1970 était une année électorale. Le bureau du PDCI, quant à lui, dresse encore la liste nominatrice des 100 députés représentant les diverses régions de la Côte d'Ivoire et annonce à la fin qu'il mettra un point final aux menées subversives de Kragbe Nyagbe. Nyagbe et son gouvernement provisoire sortent des tracts dans lesquels on lit qu'une élection nécessite des candidatures et que constitutionnellement, le gouvernement en place est démissionnaire jusqu'à ce que le renouvellement de son mandat soit confirmé par l'électorat. Et si le président Houphouët est l'ami de la France, il faut qu'il applique la démocratie à la française où les partis politiques ont le droit de se disputer le pouvoir. Les partisans de Kragbe Nyagbe, informés de cette liste, décident de croiser les autorités pour plus d'éclaircissements. C'est dans cette démarche que des chefs traditionnels et des notables prennent rendez-vous avec le préfet de Gagnoa pour le 26 octobre 1970 à la préfecture de Gagnoa. Le lendemain, une délégation de notables va se rendre au rendez-vous du préfet et apprend que le préfet est sous la protection des gendarmes à la gendarmerie de Gagnoa. La délégation prend donc le chemin de la gendarmerie et là, un gendarme dit à la délégation que le préfet ne veut recevoir personne et conseille à la délégation de se retirer. Les esprits s'échauffent. Le porte-parole de la délégation des notables insiste et le gendarme fait feu. Plusieurs notables sont touchés. Le gendarme déclara par la suite que l'ordre avait été donné par le préfet
de tirer sur quiconque tenterait de pénétrer dans l'enceinte de la gendarmerie, car la démarche de la délégation était considérée comme une marche de protestation contre le gouvernement du PDCI. Ce même soir, toutes les communautés se mettent en marche vers Gagnoa. On fait appel à l'armée et la situation dégénère très rapidement. Il s'ensuit un affrontement entre l'armée qui a reçu l'ordre de tirer et les populations. Les populations traquées se battent avec de vieux fusils de chasse et des flèches. Soudain, coup de théâtre, l'armée se divise. Des soldats s'insurgent et prennent le parti de la population. L'émeute gagne l'intérieur de la région et la résistance s'étend. La gendarmerie nationale et les forces françaises viennent en renfort. Les routes sur les frontières de la Guinée-Conakry et du Libéria, qui pouvaient prêter main forte aux insurgés, sont coupées, ainsi que celles d'Abidjan, de Boisflé, de Daloa, car les populations de ces localités manifestent leur solidarité pour leurs frères. Pendant près de 2 semaines, la population sera massacrée, enfants, femmes et vieillards. Une violence extrême touche l'un après l'autre Grand Laou, Sassandra, Daloa, Guibérois, Ouragayo, Soubré, Oumé et plusieurs autres localités. En tout, d'après le président Houphouët lui-même, on dénombre 4000 morts, dont 23 militaires et 2 sous-officiers français. Des chiffres contestés car selon d'autres sources, on dénombre plus de 6000 morts. Après le massacre, le ratissage et la pacification, plusieurs fosses communes furent creusées. Les services des travaux publics envoyaient des catépillars entre le 28 octobre et le 4 novembre 1970. On commença à enterrer les corps déjà en décomposition. Mais qu'est devenu Kragbe Nyagbe? Au cours des événements, on raconte qu'il a été arrêté, ligoté, embarqué dans un camion et exhibé dans toute la région de Gagnoa. Et, lors de son transfert à la prison de Dimbokro, on lui tire une balle dans la tête entre Tumodi et Dimbokro.